Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les transports en commun à Paris et en Île-de-France pourront-ils acheminer sans difficulté les millions de spectateurs attendus pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ? La question se pose alors que de nombreux usagers déplorent, depuis la fin de la crise sanitaire, les galères quotidiennes pour se déplacer aux heures de pointe avec le métro, le RER, les bus ou encore les trams. Depuis 2017, de nombreux travaux ont été engagés pour ouvrir ou moderniser des stations et des lignes en vue des Jeux. De leur côté, les autorités préviennent qu'il faudra bien anticiper ces déplacements pour éviter les incidents. On fait le point aujourd'hui dans Code Source, à tout juste 100 jours de l'ouverture des JO, avec Sébastien Compagnon, journaliste à la cellule Transport du Parisien. Sébastien Compagnon, vous êtes journaliste à la cellule Transport du Parisien depuis 5 ans. Tous les jours, vous scrutez les différents incidents qui peuvent survenir sur le réseau de métro, de RER et de train en Île-de-France. Et pour ça, vous êtes notamment attentif à ce qu'écrivent les usagers sur les réseaux sociaux. En ce moment, qu'est-ce qui revient le plus à une centaine de jours du début des JO ? La plupart des incidents donnent lieu à énormément de commentaires sur les grandes lignes comme le RER B, le C. On a tout de suite des gens qui disent « regardez, on n'arrive même pas à faire rouler un train en conditions normales. Pendant les JO, on ne va jamais en être capable. » On sait combien de voyageurs devraient emprunter les transports en commun pendant les Jeux ? Oui, il y aura environ 500 000 voyageurs supplémentaires par rapport à un été habituel. D'ordinaire, dans l'année, on estime qu'il y a environ 9 millions de déplacements par jour en Île-de-France. L'été, il y en a environ 5 ou 6. Alors on va voir ensemble comment ces inquiétudes se sont installées dans les esprits ces dernières années et ces derniers mois. Sébastien Compagnon, on a choisi de commencer cet épisode en 2017. Cette année-là, Paris est en lice face à une autre grande ville, Los Angeles, pour décrocher l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Et dans son dossier de candidature, la capitale met en avant son réseau de transport comme un atout. Pourquoi ça ? C'est vrai que la candidature de Paris se veut vraiment l'une des plus écologiques de l'histoire des Jeux Olympiques. Et pour ça, elle met en avant son réseau de transport qui est l'un des plus denses du monde. On a des stations de métro tous les 400 mètres, on a un choix infini sur une zone pas si grande que ça. Et donc c'est mis en avant comme un argument pour pouvoir transporter 100% des spectateurs en transport en commun. Les porteurs du dossier devant le CIO évoquent l'ouverture de nombreux chantiers et des nouvelles lignes pour mieux desservir le Grand Paris si jamais les JO reviennent à Paris en 2024. Alors à l'époque, il y a plusieurs grands projets en cours. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Grand Paris Express. C'est la création de 200 km de nouvelles lignes, de 68 nouvelles gares. Et donc pour 2024, le dossier promet l'arrivée d'au moins 2 nouvelles lignes pour desservir le nord de la région parisienne. Autre grand projet, c'est ce qu'on appelle le Charles de Gaulle Express, une navette directe entre Gare de l'Est et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à seulement 20 minutes. Alors on a aussi comme nouvelle ligne la ligne 15 Sud qui permettrait une sorte de grand contournement de Paris. On nous promet un Big Bang, une offre incroyable, une nouvelle ligne pour les JO. L'autre promesse qui est faite à ce moment-là, c'est celle de transport en partie gratuit pendant les Jeux. Oui, une fois de plus, c'est l'idée d'accueillir un événement planétaire 100% accessible en transport en commun et de refaire comme à Londres en 2012 où les transports étaient gratuits pour les accrédités et les spectateurs. En 2017, dans la candidature, on promet à tous les participants, les accrédités et les spectateurs, de pouvoir se déplacer gratuitement sur le réseau de transport de Paris. En septembre 2017, Paris est officiellement désigné comme ville hôte des Jeux en 2024. Une fois l'euphorie passée, est-ce que ce grand projet pour les transports semble réalisable en 7 ans ? Dès le début, les connaisseurs du monde ferroviaire se doutent bien que la promesse est plus que audacieuse. Mettre en service des nouvelles lignes en 6-7 ans, en région parisienne, c'est quasiment mission impossible. Et d'ailleurs, ça vaut un échange assez savoureux entre le délégué interministériel aux Jeux Olympiques de l'époque, un certain Jean Castex, qui demande au président de la Société du Grand Paris, en charge de la construction de ce nouveau réseau, d'être absolument prêt pour 2024. Et celui-ci répond « Ce que vous me demandez revient à vouloir faire pousser du blé en Sibérie ».
Autrement dit, c'est totalement mission impossible. Ces grands chantiers sont lancés tout de même, mais le calendrier semble vraiment tendu. 2 ans plus tard, en 2019, à la fin du mois de mai, Elisabeth Borne, qui est alors ministre des Transports, annonce que le Charles de Gaulle Express, la navette qui devait relier en une vingtaine de minutes la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy, ne sera finalement pas prête pour les JO. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'un chantier d'une telle ampleur a un impact énorme sur l'ensemble des lignes du secteur, comme la RER B. La possibilité de réaliser une infrastructure pareille sur un laps de temps si court n'est pas tenable. L'année suivante, la pandémie de Covid-19 gagne la France. Un premier confinement total est décrété le 16 mars. Il se termine le 11 mai. Et il y aura ensuite d'autres confinements et des couvre-feux jusqu'en juin 2021. Sébastien Compagnon, ces mesures ont quelles conséquences pour le réseau francilien et les chantiers des nouvelles lignes ? En quelques jours, l'ensemble des chantiers s'arrête. On range les engins, les bulldozers, les tunneliers s'arrêtent. Les travailleurs, souvent qui viennent de tous les pays d'Europe, rentrent chez eux. Et alors, ce qui retarde énormément, c'est non seulement cette interruption, et après la remise en route qui est très très lente, très compliquée, avec les nouvelles normes sanitaires. Les chantiers reprennent très très lentement. Après la crise du Covid, le réseau de métro et de RER a du mal à retrouver sa fiabilité d'avant la pandémie. Concrètement, comment ça se passe au quotidien ? Qu'est-ce qui explique ça ? Alors c'est vrai que pendant 2 ans, le trafic voyageur s'est effondré. Les gens restaient chez eux et pendant ce temps-là, les réseaux de transport fonctionnaient à minima. Donc la RATP ou la SNCF ont arrêté de former des conducteurs, des chauffeurs de bus. Et puis après, à la sortie du Covid, il a fallu recruter massivement. Mais là, il y avait une vraie pénurie de main-d'œuvre. Ils ne trouvaient absolument pas assez de candidats. On l'a vu énormément à la rentrée 2022, où le trafic voyageur est revenu à 95% de la norme. Le réseau de bus était très désorganisé, avec seulement 3 bus sur 4 par rapport à ce qui était prévu. Côté métro aussi, on avait des lignes en souffrance, avec des suppressions de métro qu'on n'avait jamais vues. Donc à partir de 2022, on voit bien que le réseau francilien a beaucoup de mal à offrir le service qu'il avait auparavant. Le samedi 28 mai 2022, c'est la finale de la Ligue des Champions. Liverpool et le Real Madrid s'affrontent exceptionnellement au Stade de France, à Saint-Denis. Et cette soirée vire au cauchemar pour les spectateurs. Le match démarre avec 35 minutes de retard, alors qu'on a des dizaines de millions de téléspectateurs. Et tout commence très mal, puisqu'il y a un mouvement de grève sur le RER B côté RATP, qui fait que les spectateurs sont orientés vers le RER D. Et là, il y a un barrage policier dans un corridor qui crée une sorte de bouchon, et de là démarre toute une série de dysfonctionnements. La police est débordée, il y a des incidents un peu partout, des faux billets, des spectateurs anglais qui sont parqués, sur lesquels on envoie du gaz lacrymogène, donc l'image est déplorable, et on se pose la question sur la capacité de la France et des autorités françaises à accueillir un événement international. Quelques mois plus tard, à l'automne 2022, toutes les organisations et les collectivités territoriales impliquées dans les transports commencent à se réunir régulièrement autour de la table en vue des Jeux. Sébastien Compagnon, concrètement, ça fait beaucoup de monde ? Oui, c'est ce qu'on appelle le fameux millefeuille administratif français, et qui en région parisienne est particulièrement épais, avec tous les intervenants possibles, le gouvernement, les différents ministères, la préfecture de police, la ville de Paris, les collectivités, les départements, les autoroutes, On doit mettre tout le monde autour de la table pour échafauder une vraie stratégie de transport, pour arriver à un plan précis dans les mois qui viennent. Toujours fin 2022, le 16 décembre, Le Parisien titre à la une de son édition nationale « Métro parisien, l'enfer sous terre ». Dans le dossier qui accompagne cette première page, on retrouve une grande enquête que vous avez réalisée avec 12 autres journalistes de la rédaction. Sébastien Compagnon, vous êtes allé mesurer la ponctualité de toutes les lignes de métro. Quel bilan vous dressez à ce moment-là ? Eh bien, on constate qu'en fait, il y a 2 réalités dans le métro parisien. Il y a des lignes assez modernes qui fonctionnent, la 2, la 5, la 14. Et puis des lignes un peu anciennes, la 8, la 13, la 3, qui sont très fatiguées et sur lesquelles le compte n'y est pas. Il manque toujours 10 métros dans l'heure, par exemple. Et ça a des conséquences très concrètes. C'est que les quais parisiens sont engorgés aux heures de pointe. Il faut laisser passer parfois 3 métros pour espérer monter dans l'un d'entre eux.
Et donc les Parisiens se rendent bien compte que leur métro n'est plus à la hauteur de ce qu'ils ont connu. Comment expliquer tous ces retards à ce moment-là ? Alors il y a plusieurs facteurs. L'un des principaux, c'est le manque de conducteurs de métro. Il n'y en a pas eu assez qui ont été formés et ça prend plusieurs mois, c'est très sélectif. Il y a aussi des raisons matérielles. Certaines lignes sont vétustes avec du vieux matériel qui a beaucoup de pannes et on n'a pas assez de gens aussi pour faire l'entretien. Et également, il ne faut pas cacher qu'il y a aussi tous les problèmes d'incidents voyageurs, de malaise voyageurs, de bagages oubliés qui génèrent beaucoup de perturbations. On fait un saut dans le temps. Le mercredi 22 novembre 2023, Anne Hidalgo est invitée sur le plateau de Quotidien sur TMC et la maire de Paris affirme que les transports en commun ne seront pas prêts pour les JO. Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens. Qu'est-ce qui sera pas prêt ? Eh bien, il n'y aura pas le nombre de trains et le nombre, la fréquence. Bon. Sébastien Compagnon, qu'est-ce qui lui fait dire ça ? On a bien vu que depuis la fin du Covid, les transports franciliens ne sont pas au niveau et ça met beaucoup de temps à progresser. Fin 2023, on n'a toujours pas un service de bonne qualité, donc ce qui explique peut-être la sortie d'Anne Hidalgo. Et la maire de Paris évoque aussi des lignes qui devaient être prolongées, qui seront peut-être là, mais avec un service minimum, comme le RER E qui va aller jusqu'à Nanterre. Voilà, donc elle est assez pessimiste. Quelques jours plus tard, le mercredi 6 décembre, le journal Le Canard enchaîné révèle que le préfet de la région Île-de-France a écrit un courrier inquiétant au ministre des Transports. Dans ce courrier, il fait un état des lieux des besoins en termes de desserte et d'offres de transport et il s'inquiète en disant que la fréquence risque d'être insuffisante et que pour que ça se passe bien, il faudrait que quasiment aucun voyageur habituel du quotidien ne soit présent. Donc ça crée un vrai émoi puisque c'est quand même le préfet de la région Île-de-France. Ce courrier un peu inquiétant s'ajoute à la sortie de la maire de Paris quelques jours avant qui disait qu'on ne sera pas prêt. À cette période, on est fin 2023, est-ce que la qualité du réseau s'est améliorée ? Alors il y a eu quelques progrès, c'est vrai, sur le bus notamment. Les bus RATP ont retrouvé une desserte assez satisfaisante. En revanche, sur le métro, il y a toujours 3-4 lignes malades, on va dire, qui sont les lignes 3, 8, 13 notamment, qui sont très en deçà des performances qu'on attend du métro. Au même moment, l'autorité régionale en charge des transports, Île-de-France Mobilité, dévoile les différents tarifs qui seront en vigueur sur les réseaux parisiens et franciliens pendant les Jeux. Sébastien Compagnon, ça veut dire qu'il n'est donc plus question que ce soit en partie gratuit ? Le COJO, le comité d'organisation des Jeux, explique qu'il n'a pas le budget. Donc en gros, ce sera au gouvernement ou à l'autorité régionale en charge des transports de financer cette offre. Mais donc pour financer ça, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui est aussi la présidente d'Île-de-France Mobilité, dit moi je ne vais pas faire payer sur le budget régional, je vais faire une grille de tarifs spéciaux qui feront que ce sont les visiteurs qui paieront le surcoût des Jeux qui est évalué à plus de 200 millions d'euros. Alors quels sont ces tarifs ? Alors ce qui frappe le plus, c'est le passage du ticket de métro à l'unité de 2,10 € à 4 €. Également, on a un système qui fait qu'il n'y a plus de Navigo jour ou de Navigo semaine. Ce qui fait que pour voyager de manière illimitée pendant la période des JO, il n'y a plus que soit le Navigo mois, soit le fameux pass olympique qui sera à 16 € par jour et qui permettra de voyager sur toutes les lignes sans se poser de questions. Mais évidemment, là, ce que retient un peu l'opinion, c'est que le ticket de métro passe à 4 €, ce qui est évidemment du jamais vu. Donc ce nouveau tarif fait grincer des dents, puisque quelques mois plus tôt, on a eu plusieurs hausses du Navigo. Donc là, on a l'impression que c'est l'inflation qui poursuit sa route. Mais alors Valérie Pécresse essaie d'expliquer quand même que ça ne vise pas les franciliens, mais les voyageurs occasionnels, et que ces tarifs un peu prohibitifs sont là pour dissuader les visiteurs de venir au guichet acheter des tickets à l'unité, et plutôt qu'ils aillent sur la formule du pass olympique. Cette année, à la fin du mois de janvier, une large campagne de communication est lancée en vue des Jeux. De nombreuses affiches font leur apparition dans les couloirs du métro, partout sur le réseau francilien. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus ? Cette campagne fait la promotion d'un site internet qui s'appelle Anticiper les Jeux, sur lequel on retrouve un petit peu tout ce qui va se passer pendant les Jeux, c'est-à-dire les stations de métro qui seront les plus fréquentées, les jours
où il y aura le plus de flux à tel endroit en raison des différentes épreuves. Ça encourage à anticiper tout ça, soit carrément en télétravaillant, soit en choisissant le moment de se déplacer plutôt dans les moments calmes ou de faible affluence. L'idée aussi de ce site, c'est de mettre en tête des visiteurs et des franciliens que pendant les Jeux, il faudra peut-être changer ses habitudes et ne pas prendre forcément sa ligne de métro la plus proche, mais marcher un petit peu, aller prendre par exemple une ligne de RER qui a plus de capacité, qui permettra de mieux répartir les flux et éviter la cohue à certains endroits. Et les usagers, comment ils perçoivent cette campagne de communication ? Alors c'est vrai que le message est un peu brouillé pour l'opinion, puisque d'un côté, on a des responsables politiques qui nous expliquent qu'on ne sera pas prêt en termes de fréquence, qu'il y a de raisons d'être inquiet. Et d'un autre côté, on nous explique que Paris sera une fête, qu'il ne faut pas hésiter non plus à se déplacer. Donc on y perd un peu son latin. Bonjour à tous. Alors, à quelques 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques... Le jeudi 25 mars, la présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, organise une grande conférence de presse pour présenter le plan détaillé des transports pendant les JO. Racontez-nous cette séquence. Oui, alors lors de cette grande conférence de presse, elle présente l'ensemble du dispositif olympique. On voit un système de navettes gratuites pour essayer de désaturer certains endroits comme l'ouest parisien. Ces déplacements seront concentrés dans Paris et au niveau des sites des Jeux Olympiques, donc en petite et en grande couronne. C'est vrai qu'elle est là aussi pour déminer après les polémiques de l'automne, de l'hiver. Et nous avons eu ce cran, cette conviction que nous allions épater le monde. Et puis d'expliquer qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des incidents sur plusieurs lignes. Je rappelle que les lignes les plus impactées sont la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14. Et puis elle a cette phrase aussi sur le fait qu'il ne faudra pas hésiter à marcher plutôt que de prendre la ligne de métro la plus proche. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. Ça peut être mal interprété, mais en fait c'est juste pour expliquer qu'il ne faudra pas hésiter peut-être à marcher un petit peu pour aller prendre une station un peu plus lointaine pour être sûr d'avoir un train moins chargé. Plus généralement, les autorités en charge des transports se montrent beaucoup plus rassurants à partir du mois de mars. Oui, alors l'idée c'est qu'on s'approche quand même de l'événement, on voit des progrès de ponctualité dans le métro, dans le bus, il y a un peu moins de polémique, la maire de Paris dit qu'il faut rester à Paris, que ce serait, je cite, une connerie de ne pas être là. Donc voilà, le climat revient un petit peu à quelque chose de plus consensuel. Sébastien Compagnon, au final, sur toutes les lignes qui devaient voir le jour pendant les JO et qu'on promettait en 2017, lesquelles seront prêtes dans les temps pour les Jeux Olympiques ? Alors la plus importante, c'est la ligne 14, qui est prolongée à la fois au nord jusqu'à Saint-Denis et au sud jusqu'à Orly. Donc là, elle doit être mise en service fin juin. Elle est très importante parce qu'elle va soulager la ligne 13, le RER B, qui sont des lignes fragiles. Et surtout, ça va permettre une liaison directe avec l'aéroport d'Orly. Donc ça va être prêt. Le RER E, lui, va être prolongé, mis en service début mai entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre. Donc ça, la ligne est là, mais avec un service très minimum au départ. Et on a aussi le tramway T3B qui va jusqu'à la porte Dauphine en desservant la porte Maillot, où il y aura le centre de presse olympique. Mais évidemment, on a pas mal de lignes qui ne sont pas au rendez-vous. Les lignes 16 et 17, qu'on nous avait annoncées, peut-être, elles ne sont pas du tout prêtes. On parle de 2026. La 15, c'est pareil. Le CDG Express, c'est pareil. On parle carrément de 2027. Sébastien Compagnon, vous nous le disiez, au début, de nombreux usagers sont inquiets de la manière dont va fonctionner le réseau de transport pendant les JO. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous ? Les spécialistes du réseau disent qu'il faut arrêter avec le catastrophisme. On a un réseau quand même solide, qui a une grosse capacité. Il y aura moins de monde pendant les JO que pendant une journée de semaine classique dans l'année. La difficulté, c'est qu'il y aura des pics d'affluence un peu partout et tout le temps, que ça ne sera pas du tout les heures de pointe qu'on connaît le matin et le soir. Donc ça sera très inhabituel comme schéma de flux, mais tout de même, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'habitants de l'Île-de-France qui partent en vacances, fin juillet, début août. Donc je pense qu'il n'y a pas non plus d'inquiétude folle à avoir. Et le fait qu'aussi les jeux sont sur une zone assez restreinte fait qu'il n'y aura pas d'énormes problèmes pour se rendre sur les sites. Il faudra juste sûrement être un peu plus patient. Oui, parce qu'il va y avoir des flux importants dans des gares qui ne sont pas forcément prévues pour. Donc sur la voie publique, il y aura un système de régulation avec des barrières, des agents qui feront en sorte de canaliser les foules. Donc il faudra parfois attendre 15-20 minutes avant de pouvoir monter dans son train ou dans son métro.
Merci à Sébastien Compagnon. Toute l'actualité des JO est à retrouver sur leparisien.fr. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous des avis et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chaffanjon. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien. Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi avec Claudia Prolongeau et Damien Delseny. Et le mercredi, dans le Sacre, un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique se confie au micro de la journaliste Anne-Laure Bonnet.